Du coup, merci beaucoup d'être là à nouveau. Donc, je vais vous parler un peu de redirection écologique. On a déjà eu l'occasion de mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour commencer. Alors, bon, juste pourquoi j'illustre la redirection écologique par cette image? Parce qu'en France, quand on parle d'environnement, d'écologie aujourd'hui, il y a tout un mouvement autour de la reconnexion vis-à-vis du vivant, tout un ensemble de courants comme ça. Et nous, on est plutôt, avec mes collègues, donc Emmanuel Bonnet, Diego Landiva, avec qui on a conçu un petit peu ce paradigme de la redirection écologique, sur d'autres approches qui entendent prendre en compte des réalités plus matérielles, infrastructurelles, qui semblent peut-être très éloignées de l'écologie, mais qui sont en fait centrales dans les questions écologiques qui vont se poser. Donc voilà, on essaie de se ressaisir de ces questions-là et donc illustrer la redirection avec des infrastructures, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. La redirection écologique, c'est quoi? Alors, d'une phrase, c'est un cadre à la fois conceptuel et opérationnel conçu pour faire entrer les organisations publiques et privées, les organisations, les entreprises, les institutions, ainsi que les infrastructures et les outils de gestion qui les soutiennent à l'intérieur des limites planétaires. Ça se discute, ça donne quand même une caractérisation suffisamment synthétique pour que ça me convienne encore. Donc on reprend les institutions, les organisations, les entreprises et on essaie de voir comment les réinscrire à l'intérieur des limites planétaires sans avoir de vision centrée uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque les limites planétaires c'est beaucoup plus large que ça évidemment en incluant, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais la biodiversité, l'acidification des océans, etc., etc., etc. Il y en a 9, mais elles sont connues de tout le monde maintenant, évidemment. Alors, pardon, pourquoi introduire un nouveau terme, celui de redirection écologique, alors qu'il existe déjà la croissance verte, bon, ça on comprend, mais le développement durable, la transition écologique, la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, les critères ESG aujourd'hui pour Environmental and Social Governance. Alors, pour différentes raisons, je vais en mentionner quelques-unes, tout simplement, dans ces paradigmes, alors quelque différents qu'ils soient les uns des autres, souvent ce qui ressort, c'est quand même une insistance sur les moyens. On va essayer de verdir l'existant, de rendre l'existant plus efficient, techniquement, énergétiquement, etc., etc., mais de maintenir à peu près l'existant et d'espérer qu'en le rendant plus efficient, on rentre assez naturellement dans le cadre aujourd'hui on dirait des limites planétaires, avant c'était des objectifs du développement durable. Sans forcément donc questionner les finalités et le pourquoi des modèles, des technologies, des infrastructures qui sont les nôtres. On est donc plutôt dans une optique de conciliation. On va maintenir l'activité telle qu'elle existe, les moyens qu'on a avec les fins actuelles, d'accord? Et en jouant sur les moyens, on espère malgré tout que ça va rentrer à l'intérieur de limites environnementales. Et donc tout ça reste quand même drivé par une perspective de développement, de progrès. Quand on parle de croissance verte, de développement durable, évidemment on essaye d'associer comme ça deux termes, de concilier deux termes l'un avec l'autre. Et grosso modo, il y a cette espérance que ce faisant, ça va passer. Nous, on part d'un constat un petit peu différent qui est, comme j'indiquais tout à l'heure, que très certainement, on ne pourra pas tout maintenir à condition de tout verdir. On ne pourra pas simplement tout rendre efficient parce que tout rendre efficient, c'est aussi s'exposer en particulier dans le domaine numérique qui est le domaine de l'efficience par excellence. On a vraiment rendu les technologies extrêmement efficientes pour une même quantité d'énergie. Aujourd'hui, vous faites nettement plus de calculs que dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. D'accord ? Donc ça veut dire que les technologies sont beaucoup plus efficientes maintenant. Mais on les utilise tellement plus qu'en valeur absolue, on est perdant. Et donc la question, c'est aussi d'interroger les fins, de considérer qu'on ne pourra pas forcément tout maintenir et que donc va se poser la question, comme on l'a vu précédemment lors de cet atelier, des arbitrages, voire des renoncements, des réaffectations qu'il va falloir effectuer. Et donc questionner finalement la transformation concrète, profonde des infrastructures, des technologies, des modalités, des modèles socio-économiques, organisationnels, institutionnels, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des compromis, des arbitrages, des renoncements. Et moi, je propose 3 conditions pour effectuer des arbitrages d'une manière correcte, on va dire acceptable.
sont des critères ou des conditions que je pose. Notamment, première condition, c'est d'essayer, alors tous les contextes ne s'y prêtent pas, mais tant que faire se peut, d'essayer de procéder à des arbitrages démocratiques et non pas autoritaires. C'est un point important parce qu'on peut se dire que en fait, le principe des arbitrages est déjà quelque chose qui est pas à notre portée. Or, ce n'est pas le cas. Quand on regarde un petit peu ces questions, on se rend compte que de par le monde, il y a beaucoup d'arbitrages auxquels il est déjà procédé dès maintenant, mais que souvent, ce sont des arbitrages autoritaires. Il y a 1 an et demi, par exemple, c'est un exemple que je cite, qui avait été identifié par un étudiant de notre formation. Le régime de Taïwan avait choisi de privilégier l'industrie des semi-conducteurs, qui est extrêmement gourmande en termes d'eau, qui nécessite énormément d'eau pour fonctionner, par rapport aux citoyennes et aux citoyens. Et donc l'eau avait été rationnée pour les citoyennes et les citoyens pour permettre à cette industrie de continuer à fonctionner, à opérer comme si de rien n'était, en sachant qu'à Taïwan, il y a une sécheresse en fait endémique. Et du coup, ce sont les autorités qui avaient opéré cet arbitrage-là, mais évidemment pas de manière spécialement démocratique, parce que les gens avaient un accès à l'eau qui était extrêmement limité. Mais parce que les semi-conducteurs, comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est le pilier, on va dire, géostratégique du régime. Donc pour eux, c'est évidemment très important. Mais si ça avait été un arbitrage démocratique, peut-être qu'il aurait été d'une autre nature. Enfin, en tout cas, c'est pour dire que des arbitrages, il y en a, mais malheureusement, ils sont plutôt aujourd'hui de nature autoritaire. Le deuxième critère, c'est de procéder à des arbitrages qui soient plutôt anticipés et non pas réalisés au dernier moment. Et c'est un critère qui boucle avec le précédent. Parce que si on réalise des arbitrages au dernier moment, il y a de fortes chances que ce soit ipso facto des arbitrages autoritaires et non pas des arbitrages démocratiques. On ne prend pas forcément le temps de la concertation pour procéder à ces arbitrages. Je parle d'anticipation et pas forcément de planification, même si la planification était au cœur de la dernière campagne électorale, y compris dans des partis opposés les uns aux autres, parce que la planification, c'est un mode d'anticipation, mais il y en a évidemment d'autres. Donc, à quelles conditions on peut arriver à anticiper? Ça aussi, c'est une question importante, notamment lorsqu'on fait face à des perspectives qui sont des perspectives soit de situations où on sait qu'on va devoir arrêter parce que l'activité, finalement, n'a plus les soubassements qui permettent de la continuer. Par exemple, les stations de ski, s'il n'y a plus de neige, c'est difficile de continuer. Soit, donc, il va falloir arrêter, il va falloir anticiper cet arrêt parce qu'on peut contempler que l'activité ne pourra pas être maintenue. Et puis, dans certains cas, c'est plus compliqué encore, lorsqu'une activité ne doit pas être maintenue. C'est-à-dire qu'une activité, si on la maintient, ça dégrade les conditions d'habitabilité qui sont les nôtres. Et dans ce cas-là, on doit opérer véritablement un retrait anticipé. Ça existe. Alors, c'est un exemple qui n'est pas parfait, qui est très controversé par ailleurs, c'est l'exemple du ZAN, du zéro artificialisation net, où on dit, avant d'avoir tout artificialisé, on va opérer un renoncement à cette perspective globale d'artificialisation en contingentant ce qu'il est possible de faire. Et d'ailleurs, le ZAN engendre des réactions extrêmement nombreuses auprès des collectivités. On va renoncer, il faut renoncer. Ce n'est pas exactement les mêmes modalités, mais ça se pose dans les deux cas. Et le dernier point, concerne les arbitrages non brutaux versus les arbitrages brutaux. Que sont des arbitrages non brutaux, les moins brutaux possibles à tout le moins? Eh bien, ce sont des arbitrages qu'on va réaliser en prenant en compte les attachements des personnes concernées. Donc, on a beaucoup vu ça dans la fresque précédemment. Prendre en compte les attachements des populations qui sont liées à une activité, une infrastructure, un métier, une technologie, que sais-je. Et donc, pour bien arriver à détacher finalement ces populations proprement, le moins brutalement possible, eh bien, il faut rentrer dans l'analyse justement de ce que sont ces attachements. Il y a des attachements qui peuvent être tout à fait légitimes, anciens, collectifs, etc., etc. Et si on veut couper d'une certaine manière ces attachements de manière non brutale, eh bien, il faut non seulement les cartographier, mais il faut impliquer les personnes qui sont concernées et qui peuvent elles-mêmes évidemment décrire leurs propres attachements. D'où la dimension démocratique aussi de l'affaire, puisque les gens qui sont spécialistes finalement des attachements, ce sont les personnes attachées elles-mêmes. Donc, cartographier les attachements, procéder à ce que j'appelle, non pas des détachements, parce qu'il y a un petit côté bouddhiste zen que j'aime pas trop, mais des désattachements, et imaginer des protocoles
démocratiques, par exemple, j'en mentionnerai quelques-uns pour le faire, et ensuite permettre aux personnes de se réattacher à autre chose. Si vous leur dites sur votre territoire, on va arrêter telle activité, il faut bien que les gens subsistent quand même d'une manière ou d'une autre, et donc les réattacher à des conditions de subsistance. D'accord ? Donc un triptyque, attachement, désattachement, réattachement. Alors, moi je développe un concept sur lequel je ne vais pas insister parce qu'il est tard, qui est le concept de commun négatif. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de commun qui a été redécouverte par Elinor Ostrom, une politiste, prix Nobel de la Banque de Suède en économie. Enfin, prix Nobel, prix de la Banque de Suède en économie. Première femme à recevoir le prix Nobel. Et qui a dans ses travaux donc redécouvert cette notion de commun. Les communs, c'est quoi? Ce sont des réalités qu'on trouvait par exemple au Moyen-Âge. On a des ressources qui sont gérées collectivement par des personnes qui ne s'approprient pas forcément les ressources en question de manière à les faire durer et qui essayent de maintenir ces ressources dans le temps. D'accord ? Donc typiquement, des paysans qui avaient accès à un champ où ils faisaient paître leurs animaux, le champ n'appartenait à aucun paysan en propre et c'est collectivement que les paysans géraient la ressource en question de manière à ne pas l'épuiser. Ça, c'est les communs tels que les aperçus Ostrom avec ce triptyque qui lui-même peut se discuter entre une ressource, une communauté ou un collectif, des règles de gouvernance. Donc une communauté qui se donne des règles de gouvernance pour gérer une ressource. Et c'était notamment pour contrer l'idée de Garrett Hardin dans les années 60, je crois, sur la tragédie des communs, disant que si les gens géraient des ressources à plusieurs, ils allaient les épuiser parce que leur intérêt bien compris, c'était de prendre un maximum, de ponctionner un maximum de la ressource immédiatement et que donc cet égoïsme bien compris allait faire que chacun ponctionnant le plus possible de la ressource allait s'épuiser immédiatement. Et pour Garrett Hardin, la réponse à apporter à cette tragédie des communs, c'était l'institution de la propriété privée. Quelqu'un est responsable de la ressource, donc tout le monde ne peut pas l'épuiser. Et Ostrom a montré que dans l'histoire, au-delà de la propriété privée, il y avait des modèles historiquement avérés de communs, de gestion par les communs. Cette notion a été notamment redécouverte en lien avec son actualisation numérique, parce qu'on a parlé aussi des communs numériques, sinon on aurait juste fait référence au Moyen-Âge ou à des communs comme ça un peu bucoliques ou liés à une vision passéiste de l'agriculture. Mais les logiciels libres, open source, Wikipédia sont considérés comme des communs numériques. On a bien une ressource avec une communauté de contributeurs qui se donnent des règles de contribution sans que quiconque ne s'approprie finalement la ressource. Dans ces perspectives-là, le commun, c'est toujours une chose positive. Alors moi, il m'est apparu que peut-être demain, il y aurait des communs qui ne seraient pas forcément des communs positifs, des infrastructures en déshérence, des sols pollués, des rivières qui ne sont pas poissonneuses mais dépourvues de poissons. Et qui va s'occuper de ces réalités-là qui vont se multiplier? Donc des réalités qui vont nous retomber dessus et on va être dans une problématique exactement inverse. Non pas tout le monde veut se l'approprier, comment on évite de la détruire, mais personne ne veut se l'approprier. Il faut bien s'en occuper malgré tout. À quelles conditions et comment on fait ça collectivement? Ça, c'est pour une certaine catégorie de communs négatifs. Il y a d'autres communs négatifs qui n'ont pas l'air peut-être d'être des communs négatifs, mais qui, à l'instar du smartphone, effectivement, sont dans les 80% des émissions qu'on a vues tout à l'heure, sont responsables de ces émissions-là, et puis nécessitent pour être fabriqués des proto-esclaves à Taïwan, des proto-esclaves au Congo ou Kivu qui vont chercher les métaux pour fabriquer ces smartphones qui durent 2 ans alors qu'on va chercher des minerais sous terre qui sont des stocks. Alors je ne dis pas qu'ils sont rares, mais ce sont des stocks donc, qui s'épuisent tendanciellement et ensuite au bout de 2 ans, on les remet en circulation sous forme de déchets qui durent des milliers d'années. Donc là, on voit bien qu'il y a un modèle qui ne fonctionne pas forcément, qui fonctionne éventuellement pendant 2 ans pour le consommateur et le producteur, mais pour plein d'autres acteurs qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, il y a peut-être un enjeu à requalifier un certain nombre de technologies, ce qu'un physicien belge, José Alloy, appelle ici une technologie zombie, parce qu'elle est déjà morte en amont, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas maintenir ce type de technologie pendant des milliers d'années, du fait des stocks dans lesquels qu'on est en train de fonctionner, et qu'elle n'arrive pas à mourir, puisque comme les zombies, bien ces smartphones ne sont pas compostables par les grands cycles biogéochimiques. Donc voilà, peut-être requalifier un certain nombre d'éléments de notre monde contemporain qui semblent des éléments d'avenir et qui sont peut-être plus des éventuellement communs négatifs qu'autre chose. Dans ce cas-là, il se pose la question de savoir quelle trajectoire on leur donne, qu'est-ce qu'on en fait.
La redirection écologique, c'est non pas une écologie du retour à la nature, ça c'est un peu trop tard. Il y a l'idée, et les deux sont en tension d'ailleurs, de rester à l'intérieur des limites planétaires, mais il y a une autre notion qui est intéressante, c'est la notion de technosphère. C'est l'idée que tout ce que les humains ont pu bâtir, ce n'est pas tous les humains, bien sûr, à toutes les époques, etc., mais le résultat est là. Ce que les humains ont pu bâtir pèse plus que le vivant, notamment que la biosphère. Et du coup, même si on reste à l'intérieur des limites planétaires, la technosphère ne va pas disparaître. Donc rester à l'intérieur des limites planétaires, ça ne veut pas dire retourner vers une nature virginale. Ça veut dire quand même habiter des territoires qui sont tramés par des infrastructures, par de la technique, y compris par des éléments qui sont parfois un peu toxiques, dont on dépend. Et donc, de toute manière, la perspective n'est jamais celle d'un retour en arrière. Ça, c'est, je pense, toujours un défi pour l'écologie que de penser ça. Que l'objectif n'est pas un retour vers une nature. Alors, plus ou moins virginale, il y a plusieurs modes de nature virginale, parce que parfois la nature virginale est dénoncée par les écologistes, mais en tout cas, ça n'est pas ça, et qu'il faut s'habituer, dans tous les cas, à vivre dans des milieux impurs, ce qu'une urbaniste américaine appelle unsafe operating space, un espace opérationnel qui n'est plus sûr. On n'est plus dans un espace sûr, on n'est plus dans un espace stable, on n'est plus dans un espace pur non plus, du point de vue de la nature. Et tout ça pour poser une question politique, pour moi qui est la question la plus importante aujourd'hui, qui est ressortie parfois d'ailleurs dans quelques-unes de vos analyses, notamment sur l'alimentation. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à produire autant en changement de modèle ou non? Comment on opère une transition? On sort d'un modèle qui épuise les sols, mais on a besoin de produire quand même. Donc comment on arrive à emprunter une ligne de crête finalement, hein? C'est ça la question. Et bien cette question-là, c'est une question qui se pose de manière générale parce qu'on pourrait décrire la situation actuelle en disant que nous sommes, alors le nous est toujours attaquable, au nord, au sud, c'est pas pareil, mais il ne faut pas penser que dans le sud global, il n'y a pas de technologie, etc., ce qui est une vision complètement folle du sud. Nous sommes collectivement de plus en plus attachés à des technologies, à des infrastructures à très court terme que l'on ne pourra pas maintenir à moyen terme. Voilà, ça c'est la question. Alors, on ne peut pas en sortir du jour au lendemain, parce que l'alimentation en dépend. On a bien vu avec la guerre russe en Ukraine que s'est posé la question du blé, de qu'est-ce qui allait se passer en Afrique, l'exportation du gaz russe pour l'agriculture, les engrais, etc., etc. Et c'est un exemple localisé. Donc on ne peut pas sortir de ces dépendances-là, de la technosphère, on va dire ça comme ça, du jour au lendemain, sinon des tas de gens vont souffrir, même s'il y a quelques positions qui le réclament, mais qui sont de mon point de vue pas du tout solides et acceptables. Et en même temps, on ne peut pas du tout maintenir le business as usual ou la croissance du business as usual, puisque ça aboutirait à une dégradation des conditions d'habitabilité sur Terre. Donc comment est-ce qu'on arrive à emprunter une ligne de crête entre les deux? Moi, le défi, c'est exactement celui-là. On peut le prendre par l'alimentation, on peut le prendre par d'autres biais, mais on va retrouver finalement la même question. Je vais passer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait face à ces défis? Eh bien, on essaye de designer de nouveaux arts de la fermeture, parce qu'il y a beaucoup de savoir en matière d'innovation. Vous allez dans une école, quelle qu'elle soit, on vous apprend à innover. Hein. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous innovez. Vous innovez technologiquement, vous innovez socialement. Voilà. Je fais une nouvelle coupe de cheveux, j'ai une innovation. Il y a énormément de savoir là-dessus. Il y a de plus en plus de savoir autour des notions de réparation et de maintenance. Il y a un livre qui vient de sortir de Jérôme Denis, David Ponty sur la question de la maintenance, en montrant que la maintenance est un élément extrêmement important. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe autour de Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, vous êtes allé sur Twitter aujourd'hui, mais sur Twitter, les gens disent Twitter va disparaître, peut-être qu'il a déjà disparu là, pendant que je parle, parce que les ingénieurs n'ont plus accès à Twitter. Et donc, à un moment donné, s'il n'y a plus personne pour maintenir un système, il y a beau y avoir un PDG, ben, ce n'est pas lui qui va le maintenir, surtout avec ses faux diplômes, mais ça, on ne va pas en parler. Et donc voilà, on manque très clairement de savoir et de savoir-faire pour ne pas faire certaines choses, ne pas faire des projets. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la recherche, j'ai été chercheur chez INRIA, donc le grand centre de recherche en informatique. Eh bien, ce qu'on ne sait pas faire en recherche, c'est ne pas faire un projet. On déposait des projets, il y a des appels à projets, mais à aucun moment on se disait
a pas de critère qui dit est-ce que c'est une bonne idée de faire ce projet. Le financement du projet est la validation du projet. Mais il n'y a pas une case qui dit qu'au-delà du financement, c'est une bonne idée. Et comme le financement, dans un système d'investi, vous donne du crédit, bah, si vous avez un financement, vous en avez d'autres. Mais à aucun moment, il y a une case qu'on coche en disant c'était une bonne idée. Et on ne regarde jamais la carrière de quelqu'un. Ah, ce projet, il a essaimé, ça c'était une bonne idée, c'était une bonne idée, c'était une bonne idée. Non, on dit, il a été financé, il a été financé, il a été financé, il a été financé. Et vous mettez la somme à la fin et vous êtes très content. Donc, il n'y a pas les savoirs collectifs et les institutions, tout simplement, pour se poser cette question. Un exemple très simple. En 2016, j'ai participé à un événement co-organisé par Feu Lafing et INRIA sur transition au carré, transition écologique, transition numérique. Et j'avais posé la question à mes collègues de l'époque, savez-vous pourquoi nous travaillons sur la Smart City? Il y avait des dizaines de personnes dans la salle, il y avait des gens qui travaillaient sur la Smart City, personne n'avait levé la main. C'est intéressant quand même, les gens ne savaient pas pourquoi il ou elle travaillait sur la Smart City. D'ailleurs, aucune raison de travailler là-dessus, parce que ce sont des projets industriels, ce qui peut être très bien. Mais c'est dire que la finalité échappait complètement à l'institution. Donc, on ne sait pas vraiment ne pas faire en conscience, on ne sait pas ne pas faire advenir un certain nombre de choses, on ne sait pas forcément proprement fermer aussi des projets, des institutions, des infrastructures. Et là, je ne parle pas forcément de la fermeture néolibérale ou du fait de fermer une usine pour la délocaliser. Hein. Ce n'est pas ce type de fermeture-là, évidemment, que j'ai en tête. Donc, on a besoin de nouveaux arts de la fermeture. Et c'est vrai que les métiers de la fermeture, liquidateur judiciaire, ce n'est pas le métier a priori le plus sexy. Hein, on n'a pas les jeunes comme ça qui… moi, j'ai fait des études de liquidateur judiciaire, je suis TikToker, liquidateur judiciaire. Non, ça n'existe pas. Donc, il y a un enjeu aussi à valoriser ce type d'activité, à les faire connaître. Et c'est ce à quoi nous efforçons. Donc, vous avez vu un petit peu la fresque du renoncement, mais je vais illustrer un petit peu les chantiers qui sont les nôtres. Donc, on s'occupe d'une formation qu'on a fondée avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar entre 2019 et 2020, dont je suis le directeur, le Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène, qui est porté par deux écoles, l'école de management de Clermont, l'ESC Clermont, et une école de design à Lyon, Strat. Et la formation a lieu à Lyon. Et c'est une formation qui existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans, qui a accueilli sa 3e promotion en octobre dernier, et qui propose à ses étudiantes et à ses étudiants une formation aux enjeux de la redirection écologique, donc très concrètement, et en fait de leur mettre le pied à l'étrier en leur confiant des commandes, des chantiers sur lesquels ils et elles vont travailler dès le démarrage de l'année pour illustrer ce qu'est très concrètement la redirection écologique. Et donc depuis quelques années, on a travaillé, par exemple, la première année, on a travaillé sur un protocole autour de la fin de la construction neuve en Ile-de-France. J'en ai parlé à certaines d'entre vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter de construire? C'était une entreprise qui nous demandait de travailler là-dessus, une entreprise de conseil dans le domaine du BTP et de l'immobilier, qui considérait que son secteur allait forcément devoir basculer vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation. Et comme une entreprise de conseil doit être en avance sur les acteurs du secteur, eh bien, elle-même devait être en capacité de suivre ces évolutions. Et du coup, on a réfléchi à notamment deux choses. Est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter de construire pour l'environnement? Alors oui, c'est une bonne idée. Mais où se situent les économies, les gains, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait du point de vue social? Est-ce qu'on a encore besoin de logements en France? Alors, dans le Grand Paris, où on construit énormément, pour des gens qui ne vont pas du tout pouvoir s'acheter ces logements, ça, c'est pas pareil, c'est pas le problème. On fabrique des actifs financiers, mais on n'en parlera pas ici. Il y a d'autres endroits où on construit de vrais logements. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens? Parce qu'il y a des pénuries à certains endroits, il y a des tensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut arrêter partout? À quels endroits on arrête? Quel type de logement? Typiquement, ce qu'il faut continuer à construire, ce sont les logements sociaux, qui en plus rapportent de l'argent à ceux qui les construisent. Donc, c'est même pas… Est-ce qu'on transforme des bureaux? Alors, c'était en pleine pandémie, qui ont été abandonnés en logement. Il y a toute une problématique autour de ça, etc., etc. Mais aussi d'autres ramifications. Que deviennent les écoles d'architecture? Ça, c'est une question intéressante. C'est quoi le métier d'architecte demain si on a hâte de construire? Alors, on réhabilite, on transforme, on modifie, etc., etc. Mais ce sont d'autres savoirs, d'autres savoir-faire auxquels aujourd'hui les jeunes architectes ne sont pas forcément formés, même s'il y a un désir de plus en plus grand de l'être. 2 ans plus tard, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec une entreprise, alors que je ne peux pas nommer parce que j'ai signé un NDA, mais c'est dire qu'on ne fait pas du greenwashing, parce que si on faisait du greenwashing, on ne nous ferait pas signer de NDA.
qui travaille dans le domaine du BTP, cette fois-ci directement, pas une entreprise de conseil, mais un industriel, qui nous demande de réfléchir au fait qu'il a besoin d'énergie pour fonctionner, forcément une tension là-dessus, et en même temps qu'il veut intégrer à l'évolution de son modèle économique la perspective d'un arrêt de la construction neuve. Donc il y a 2 ans, c'était vraiment une réflexion très prospective, un peu très spéculative, on s'amuse, etc. 2 ans plus tard, un industriel qui nous demande de réfléchir, et on sait que dans le secteur de la construction, l'arrêt de la construction neuve est devenu un sujet totalement légitime de discussion. Donc il y a eu une vraie accélération dans ce secteur. Autre exemple, les stations de ski, j'en ai un petit peu parlé, comme territoire sentinelle, station de ski parce que il y a moins en moins de neige, parce que le permafrost fond, donc les montagnes commencent à s'écrouler. D'ailleurs, le métier de guide devient de plus en plus dangereux. C'est un vrai signal tangible. Et on accompagne une de ces stations. Il y a une station Métabier qui a reçu 15 millions d'euros pour s'auto-fermer. C'est quand même très intéressant. Donc là, vraiment, on est dans une station qui apprend à se fermer et qui est en train d'expérimenter un modèle qui peut-être ensuite va être transposable pour d'autres stations. En tout cas, c'est aussi avec cette intention qu'il travaille. On avait rencontré un VP d'une entreprise du CAC 40 avec Emmanuel Bonnet et il nous avait dit ceci. Emmanuel lui parlait de l'exemple des stations comme organisation sentinelle au sens où tous les secteurs finalement sont confrontés à ces questions-là. Et cet acteur nous disait « Je vois bien dans mon entreprise où est la neige ». Et l'idée aujourd'hui, c'est que toutes les organisations ont leur neige qui est menacée par l'anthropocène, qui est menacée par le franchissement des limites planétaires. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on factorise dans la stratégie des organisations la disparition de cette neige. Autre exemple sur lequel a travaillé Diego Landivar, c'est l'exemple des piscines à Grenoble. Donc, Grenoble, il y avait des piscines vétustes. Qu'est-ce qu'une population fait une mairie fait de piscines vétustes? Est-ce qu'on construit de nouvelles piscines qui sont plus efficientes, mais comme elles arrivent avec plus de services et qu'il y a une demande de plus de services, elles consomment davantage in fine. Ça ne dure pas si longtemps que ça dure quelques décennies une piscine. Donc, est-ce que dans quelques décennies, on aura les moyens de rester dans cette optique de maintenir la piscine ou d'en construire de nouvelles? Qu'est-ce qu'on fait des anciennes, par ailleurs, qui ne disparaissent pas? Bien sûr, les infrastructures ne disparaissent pas comme ça. Et donc là, il y a un protocole de renoncement qui a été élaboré, démocratique, à l'échelle de la ville, et des dizaines de citoyens, citoyennes ont contribué à enquêter sur leurs attachements aux piscines. Qui est attaché? Les usagers, les usagères, bien sûr. Les jeunes qui apprennent à nager dans les piscines. Donc, il y a un vrai enjeu de justice sociale parce que les jeunes des quartiers populaires apprennent à nager dans les piscines. Donc, il y a un enjeu aussi de sécurité qui est très important, un attachement extrêmement fort de ce point de vue-là. Les personnes âgées qui font de l'aquagym, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure, mais aussi les plombiers, les piscinistes, des gens qui vivent tout simplement du maintien, de l'installation, de la réparation de ces fameuses piscines. Donc comment est-ce qu'on imagine une autre trajectoire pour ces infrastructures en prenant en compte tous ces attachements, tous ces acteurs, toutes ces dimensions, en délibérant collectivement là-dessus, et des propositions ont été faites. Par exemple, l'une d'entre elles qui est particulièrement intéressante, je trouve, c'est de sécuriser des plans d'eau. Donc on maintient le fait de pouvoir continuer à nager, mais on perd quelque chose, c'est la température. On ne va pas se baigner peut-être toute l'année, on ne va pas se baigner en hiver, mais on maintient une partie de l'usage sans l'infrastructure sous-jacente. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est transposable partout, mais c'est pour montrer le travail qui peut être fait, et en l'occurrence par des citoyennes et des citoyens. Et à partir du moment où on a montré qu'il est possible démocratiquement d'investir ce type de questions, ça crée véritablement un appel d'air parce qu'en fait, il existe tout un tas de collectivités aujourd'hui qui sont concernées soit par la question des piscines, soit par la question du renoncement en général. Et par exemple, à Cergy, moi, ils m'avaient contacté parce qu'à Cergy-Pontoise, en région parisienne, ils ont 7 piscines pour 200 000 habitants. Et on me dit que c'est beaucoup. Quand je dis ça à des collectivités, on me dit que c'est beaucoup. Et après, ça peut être évidemment bien d'autres objets, mais l'intérêt, c'est d'arriver à expérimenter, de montrer aussi qu'il n'y a pas forcément d'impossibilité à avoir un processus démocratique de renoncement. Et les gens à Grenoble, au départ, ne pensaient pas forcément que le mot renoncement pouvait être maintenu, et finalement, ça n'a pas posé tant de problèmes que ça. Ça, c'est un exemple évidemment très important. Et petite parenthèse, on a travaillé là-dessus il y a 2 ans et demi, Diego en particulier, avec 3-4 étudiants et étudiantes.
2 ans plus tard, au printemps dernier, toutes les piscines, beaucoup de piscines municipales ont fermé leurs portes. Ça continue d'ailleurs avec des centres nautiques. Donc c'est intéressant parce que, vous voyez, sur la construction, on n'y a pas travaillé au moment où le mur est intervenu, mais 2 ans avant. Ça aussi, ça assure à la fois une crédibilité et d'être dans le bon pas de temps, non pas pour travailler sur des problématiques d'il y a 2 ans, mais sur les problématiques d'aujourd'hui qui, en fait, sont encore différentes. On a travaillé également à la création d'un GIEC local, d'une alliance locale pour le climat, au devenir d'un gestionnaire de parking à Lyon. En pleine pandémie, les voitures ne circulent plus, sont des infrastructures monstres. Le modèle économique, s'il n'y a plus de voitures demain, qu'est-ce qu'il devient pour un gestionnaire de parking? Voilà. Clairement, on voit que ça pose question. Notre étudiant imaginait en faire des caves à champignons. Eux, ils se disaient plutôt on va accueillir des vélos connectés et des voitures autonomes. Ce n'est pas exactement la même vision. Et ben, il leur a proposé de mener une réflexion sur leur vision de l'innovation. Parce que si votre vision de l'innovation elle est à partir de Web3, de voitures connectées, d'intelligence artificielle, c'est peut-être une vision d'innovation par défaut où finalement l'innovation c'est une bouée à laquelle tout le monde se raccroche en disant de toute façon l'avenir c'est le Web3, l'intelligence artificielle, les objets connectés, etc. etc. Mais ça ne fait pas forcément une stratégie. Donc il y a un enjeu à faire passer aussi la vision de l'innovation sous les fourches codines des lignes planétaires. On travaille depuis l'année dernière avec la Maïf sur l'évolution de l'assurance habitation. Et puis l'assurance en général, si on ne peut plus assurer certains secteurs, avant même que des murs physiques n'interviennent, ce sont des secteurs qu'on ne peut plus maintenir. Parce qu'ils ne sont plus assurables jusqu'à plus ample informé, ça se casse la figure. Donc, que deviennent des secteurs, notamment comme l'assurance, où parfois on a des certitudes que des catastrophes vont intervenir et qu'on se dit ça n'est plus assurable. À quelles conditions on opère cette non-assurabilité? Selon quels critères? Comment est-ce qu'on arrive à maintenir un semblant de justice sociale ce faisant? Est-ce qu'il faut ne plus assurer? Comment on fait pour éventuellement maintenir des mécanismes assurantiels? Voilà, ça c'est des questions très concrètes qui se posent aussi dès aujourd'hui. Là c'est sur l'assurance habitation, mais on pourrait évidemment étendre à d'autres secteurs. Après nous ça fait le lien évidemment avec nos problématiques de construction, d'urbanisme, donc ça nous va bien. Mais voilà, on a aussi travaillé sur la structuration de nouvelles filières. Quand on veut relocaliser parfois certains produits, ça s'est posé aujourd'hui dans les exemples que vous avez choisis. Parfois, on se dit on va s'appuyer sur une filière X pour relocaliser. Manque de chance, la filière n'existe pas. Ça, c'est, voilà. Notamment, nous, on a travaillé avec un acteur qui devait s'appuyer sur la filière laine, mais il n'y a pas de filière laine. Et du coup, on a des étudiantes qui ont fait le tour de tous les acteurs qui aujourd'hui veulent réimplanter une filière laine en France pour voir à quelles conditions aujourd'hui on devrait designer une filière laine pour que sa relocalisation ne soit pas néfaste au plan environnemental, ce qui ne va pas du tout de soi. J'en profite pour dire qu'un étudiant du master, la première année, Jérôme Cuny, vient de publier un livre « Relocaliser fake or not » dans cette fameuse collection, donc je vous invite à le lire, on est tout à fait sur cette thématique-là. On a aussi travaillé, je vais être rapide, mais au soutien à un collectif de 105 villes, 105 mairies qui représentaient 4,5 millions d'habitants, opposés à la construction du terminal 4 de l'aéroport de Roissy, à Paris. En région parisienne. Alors, le président Macron avait annoncé l'annulation de cette construction, donc nos étudiantes étaient un petit peu dépourvues parce que l'objectif finalement de leur commande était assumé par le président lui-même. Reste que derrière, c'était intéressant d'analyser cette dynamique des grands projets. C'est-à-dire de grands projets qu'on propose en région pour dire il faut mener ce type de grands projets pour relancer l'activité locale, faire vivre le territoire. Et toute leur analyse montre qu'un projet comme celui-ci détruit l'activité locale. Parce que les gens qui travaillent à l'aéroport ne vivent pas dans les zones environnantes. Les gens qui vivent dans les zones environnantes souffrent des dégradations de l'aéroport, etc., etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'au niveau national, ça n'augmente pas le PIB. Mais par contre, au niveau local, ça détruit une dynamique sur des zones qui sont en plus des zones déjà fragilisées socialement. Notamment… Ils l'ont rendu générique, cette conclusion? Elle est disponible… Oui, tout à fait. Alors moi, je suis très fier de ça. Je vous remercie de poser la question parce qu'au mois de septembre dernier, la représentante de ce collectif a remis le rapport de nos étudiantes au sénateur de Seine-Saint-Denis pour arguer justement du fait du hiatus entre cette vision des grands projets qui sont censés nourrir le développement des territoires et la réalité. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça sert vraiment, c'est les livrables, ce qu'on produit. Vous voyez, ici, ça a un impact politique. Voilà. Je suis très fier de ça. Vous pourriez faire intervenir sur les Jeux Olympiques.
Mais il y a plein de mouvements d'ailleurs opposés, et bien sûr, tout à fait. Ou faire une espèce d'autopsie post-mortem, parce que on a toujours des documentaires qui sortent après les Jeux Olympiques, où que ça se passe d'ailleurs, en disant ça a été une catastrophe économique, il y a plein d'infrastructures fantômes, on le sait, ça se répète d'année en année, mais ça continue. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup à détricoter ici. Alors on a rédigé, je termine bientôt, un guide pour la ville de Bordeaux, mais ça peut vous intéresser, c'est un étudiant qui a coécrit un guide avec commandité par la mairie de Bordeaux, avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de la Nouvelle-Aquitaine, la CRESNA, et c'est un guide à destination des chefs d'entreprise dans le domaine de l'ESS, et c'est un guide de la redirection écologique et qui présente ces enjeux de renoncement dans un guide officiel. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que ça dit que toutes les activités n'ont pas forcément vocation à être aujourd'hui maintenues, poursuivies. Et donc, voilà, c'est un premier coup de sonde, mais avec une parole officielle, donc c'est tout à fait intéressant. Chaque année, on traite environ une grosse quinzaine de commandes, y compris avec des acteurs on travaille avec une entreprise qui est au Québec, qui a établi une grille de soutenabilité pour analyser l'impact des TPE et PME au Québec, parce que les bilans carbone, on en a parlé, c'est super, mais quand vous êtes une TPE ou une PME, c'est peut-être un peu une usine à gaz à mobiliser. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir une vision assez rapide de ces impacts? Eux ont travaillé là-dessus. Cette année, ils travaillent sur le devenir de l'aéronautique au Québec et au Canada en général, donc un sujet qui peut-être fait écho localement. Nous-mêmes, la première année, on a travaillé avec l'ENAC, qui s'interroge sur son devenir, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus d'aviation touristique, l'ENAC, c'est compliqué. Donc on travaille, et on vient de déposer un projet de recherche sur cette question avec des chercheuses de l'ENAC qui se posent ces questions-là. Donc c'est intéressant de montrer que cette dynamique, elle existe aussi à l'intérieur des institutions, que ce soit en recherche, en éducation supérieure, dans les entreprises, etc. etc. Et donc on travaille avec des TPE, des PME, des grosses entreprises, des multinationales. La plus grosse entreprise avec laquelle on a travaillé, c'est cette année, c'est une entreprise de 500 000 salariés qui fabrique des véhicules et qui veut repenser sa stratégie. On a travaillé aussi avec Michelin, on a fait un certificat d'une 100aine d'heures sur le modèle économique de Michelin pour confronter leur approche type ODD, etc., avec les approches plus redirection écologique. Et donc, on a accompagné une douzaine de middle managers. Cette fois-ci, c'était intéressant parce que ce n'est pas un exercice qu'on fait fréquemment, puisque là, c'était vraiment en interne, avec des cadres. Sachant qu'en plus, nous, comme on est vraiment sur des questions stratégiques, c'est un discours qui passe peut-être plus facilement auprès de top managers. Et du coup, l'adapter à des middle managers, c'était aussi extrêmement intéressant pour avoir leur retour, leur questionnement, etc., etc. On a d'autres actions aussi avec d'autres types de professionnels, des designers avec lesquels on a travaillé récemment et d'autres. Ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est le travail qu'on essaye de faire, c'est celui-ci. C'est d'aller chercher des situations qui vont se poser ou s'imposer à l'avenir ou dans le futur, de les arracher au futur pour les travailler dès le présent et apporter en fait des réponses au présent avant que ce soit les problèmes qu'engendrent ces situations qui soient généralisés. On essaie de généraliser les réponses avant que les problèmes eux-mêmes ne se généralisent. Donc typiquement, 2 ans avant que les piscines ferment, on a travaillé sur les piscines pour déjà imaginer des protocoles de renoncement démocratique, que les collectivités aient des outils, parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas d'outils tout simplement pour traiter ces questions-là. Et c'est revenu parfois dans certaines analyses, vous avez bien montré qu'il n'y avait pas au niveau du millefeuille administratif, on n'avait pas forcément la bonne échelle pour traiter tout un tas de questions. Pareil avec les stations de ski, c'est une question qui s'ouvre aussi. Pareil pour la construction neuve, c'est comment est-ce que cette tendance qui va se généraliser, on arrive à l'anticiper et à la travailler avant que ce soit les murs eux-mêmes qu'on se prenne. Donc, typiquement, si on voulait être dans cette dynamique-là, aujourd'hui, il ne faudrait plus travailler seulement sur les stations de ski, mais sur les stations balnéaires. Mais on n'a pas réussi à le faire encore. Donc, il y a une maturité qui n'est pas là pour encore le faire. Mais c'est la prochaine question. Et j'en veux pour preuve que l'été dernier, ou au printemps, il y a eu une émission du Monde de Jamie qui parlait de cette question. Mais ce sont des signaux faibles. Et c'était une très bonne émission de 2 heures. Donc, c'est vraiment, c'était super. Bref. Donc, c'est l'importance de l'anticipation et du positionnement stratégique. Donc, je vous montre juste
Voilà, les stations de ski, la construction, les piscines, l'assurance. J'aime bien cette petite image de l'assurance. Ça, je vais passer là-dessus. Et voilà, si vous voulez retrouver un petit peu le travail que l'on réalise, donc la formation, c'est le Master of Science, Stratégie et Design pour l'Anthropocène. Le guide, c'est le guide de la redirection écologique des entreprises, particulièrement dans le domaine donc, de l'ESS, qui est librement accessible sur le site de la CRESNA. On a publié en août 2021 un numéro de la revue Horizon Public sur la redirection écologique qui présente la redirection, notre formation et les chantiers qu'on a menés avec nos étudiantes et nos étudiants la première année, avec des articles qu'ils et elles ont pu écrire. Et puis on a publié en mai 2021 un livre avec donc Emmanuel Bonnet et Diego Landivar et moi-même, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement aux éditions Divergence. Et on va très certainement publier prochainement un guide de la redirection écologique, j'espère, en 2023, voilà, qui sera ouvert à la fois à nos étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes, et à nos commanditaires, parce que souvent dans les guides comme ça, on a le point de vue des gens qui élaborent les méthodologies, mais pas forcément le point de vue des gens qui sont confrontés aux problèmes. Et du coup, on voulait aussi donner la parole à des gens qui sont confrontés à ces perspectives de renoncement, de fermeture, d'arrêt, pour voir quelles sont leurs démarches, quelles sont leurs questions, quelles sont leurs préoccupations, que ce soit dans le monde des entreprises, dans le monde des collectivités ou encore d'autres collectifs. Et sur ce, je vous remercie pour votre patience, votre attention et votre écoute. C'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui on démantèle Total, qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi la situation? Et là, c'est une autre question en fait. Voilà. Et là, ça veut dire que sans doute on a besoin de gens qui travaillent chez Total pour apporter des réponses à qu'est-ce qu'il advient par la suite, des gens qui ont vraiment un savoir métier. Donc l'idée, ce n'est pas de se substituer au savoir métier, mais en fait, c'est de réinvestir ces savoirs métiers avec une dimension stratégique. Et du coup, ça élargit considérablement la focale parce qu'on ne dit pas on vous forme au nouveau paradigme qui est la RSE bis, l'entreprise machin bis, etc. C'est de l'intérieur de votre activité avec connaissances que vous allez pouvoir travailler. Et donc, ça, le périmètre de ce point de vue de la redirection, il est beaucoup plus large. Et ce n'est pas non plus l'idée que la redirection écologique, ce serait un truc d'emploi vert. C'est toujours l'idée qui est dit, bon, on va fermer tous les emplois non verts, mais c'est pas grave, on va ouvrir des emplois verts. Personne n'y croit. On joue sur les chiffres, mais oui, ça va se faire, mais on n'est pas très sérieux là-dessus. Non, c'est dès aujourd'hui, avec les gens qui sont dans les organisations, qu'il faut opérer ce travail et ce qui permet aussi de retrouver un sens à son travail sans avoir besoin de déserter. Parce que ça pose d'ailleurs des questions. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comment arriver à motiver les gens pour aller sur ces réflexions-là? Alors, tout à fait. On le voit qu'il y a aussi des rapports de force qui se tissent de ce point de vue-là. Quand Patrick Pouyanné dit que la chose dont il a peur aujourd'hui, c'est de ne plus pouvoir embaucher de jeunes ingénieurs chez Total, il exprime une crainte réelle que sans ces jeunes ingénieurs-là, l'entreprise ne tourne pas. Et du coup, il pourrait y avoir un front commun de la part de ces ingénieurs qui pèserait non pas individuellement en jouant sur le recrutement individuel, la désertion individuelle, mais collectivement en disant, voilà, si vous ne changez pas d'orientation, on ne travaillera pas pour vous, etc. De la même manière que les ingénieurs pourraient, plutôt que de devenir boulanger, ce qui peut être très bien, je veux pas, mais ils pourraient déjà commencer à se syndiquer. Ils peuvent faire ça, ça se fait en Allemagne, les syndicats… Non mais, je reviens là-dessus. En Allemagne, par exemple, les syndicats dans le domaine de l'automobile, avec les ouvriers, demandent au patronat de financer la transition du secteur vers une économie où il y aura moins de voitures. Parce qu'avec la non-vente des moteurs thermiques, voitures à moteur thermique à partir de 2035, ça veut dire concrètement moins de voitures. Ça ne veut pas dire qu'on remplace les voitures par des moteurs électriques, c'est-à-dire un parc qui va se contracter. Donc forcément, une industrie qui va se contracter aussi. Donc ça fait partie des demandes collectives. Alors évidemment, le syndicalisme français et allemand, ce n'est pas la même chose, mais ça veut dire que ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir, ça fait partie aussi des inspirations qu'on peut avoir pour imaginer des mouvements collectifs. Et puis par ailleurs, il ne faut pas non plus négliger le fait que tout un tas d'acteurs peuvent être aujourd'hui dépourvus par rapport à ces trajectoires. Donc, vous avez eu des demandes des syndicats? Alors on a travaillé avec l'ANACT. On a travaillé avec… Donc l'ANACT, c'est l'agence nationale qui s'occupe des conditions de travail en France, donc qui regarde aussi beaucoup ce que font les syndicats. Et on a fait une commande avec le Printemps écologique, qui est l'éco-syndicat qui s'est créé assez récemment.
On a une étudiante qui a fait un très très bon mémoire. Alors malheureusement, il n'est pas accessible dans son intégralité publiquement parce qu'il y a des verbatims justement de syndicalistes et d'acteurs du secteur. Mais grosso modo, la moitié est accessible, la moitié ce sont les verbatims, pour analyser avec les syndicats comment ces derniers sont mis au défi de l'anthropocène. Voilà. Et c'est compliqué le syndicalisme parce qu'il y a une culture très forte. On ne rentre pas comme ça dans le syndicalisme, il y a toute une culture, il y a des références, etc. En même temps, ils ont à la fois une culture très forte et une image très ringarde en France. Donc non seulement on ne rentre pas facilement, mais les gens n'ont pas forcément envie d'y aller. C'est encore plus ringardisé de l'extérieur par justement ces problématiques environnementales, parce que par ailleurs, les ONG ou les associations environnementalistes ne vont pas forcément naturellement discuter avec ces acteurs-là. Je vous donne juste un exemple d'un travail qu'on a fait. Discutant avec l'ANACT, avec cet étudiant, discutant aussi avec des gens de Notre Affaire à tous à Lyon. Donc Notre Affaire à tous a mené une action dans la veille de la chimie parce qu'il y a des usines qui polluent trop. Et moi j'aurais dit, ce qu'il faudrait éviter, c'est que vous soyez vus comme les bobos écolos qui débarquent dans la vallée de la chimie, qui attaquent des entreprises de but en blanc. Les syndicats se disent c'est l'emploi qui est attaqué parce qu'il n'y a aucune... Il n'y a pas de liens qui sont noués en amont et du coup ils en viennent à défendre le patronat alors même qu'il n'y a aucune raison que les travailleurs travaillent dans des conditions dégradées et s'exposent à des polluants. Ouais, mais ça donnerait une situation un peu comme celle-là, enfin, la pire situation possible qui a toutes les chances d'arriver. Et du coup, on dit, il y a peut-être un peu de travail, parce que ce sont des juristes, il y a peut-être un peu de travail sociologique à faire pour aller voir leur position, leurs attachements, c'est quoi la veille de la chimie, qu'est-ce que c'est que de travailler dedans et tout ça. Et de facto, ils ont pris contact avec des syndicats et je crois que c'est l'institution, le collectif s'appelle Notre Maison Brûle, où on trouve à la fois des ONG environnementales et des syndicats qui au moins ont un lieu pour commencer à discuter. Parce qu'en fait, cette médiation-là, elle est hyper importante, mais aujourd'hui, elle n'est pas du tout mainstream, c'est pas du tout ce qui domine. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de travail au niveau collectif qu'on peut faire pour engendrer d'autres dynamiques que dynamiques où tout le monde est perdant. Vous parlez d'anthropocène, on peut aussi parler de capitalocène. Vous avez dit qu'il y a un enjeu de transformation des modèles socio-économiques. Si on peut parler de Michelin, il y a un tout petit bout de Michelin qui est sur un modèle économique un peu intéressant sur le pneu au kilomètre et tout ce qui fonctionnalité. La fonctionnalité. Moi, je suis porteur de la fonctionnalité et de la coopération, qui est un modèle économique intéressant dans ce sens-là. Comment vous apportez ces questions économiques? Alors c'est une bonne question. Alors là, on est plus de l'OFC peut-être. L'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est un nouveau modèle économique vertueux du point de vue qui donne les concepts opérationnels qui se construisent à partir de la réalité du terrain, des entreprises et des écosystèmes qui essayent d'avoir une trajectoire divergente par rapport au modèle dominant en visant, on peut dire développement durable, mais dans le sens pas obligatoirement développemental. C'est dans le sens que vous présentez d'une certaine manière du donut plutôt, de comment on reste dans une zone qui ne va pas en dessous le plancher social et au-dessus du plafond de la biosphère. Donc c'est un modèle, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a beaucoup de choses, il y a des associations locales comme Terre de C Occitanie qui travaillent en Occitanie, il y en a 8 en France, ça se développe, il y a même un club à Rio de Janeiro, un autre dans le Québec, enfin il y a des choses autour de ça. Donc, voilà, je ne peux pas expliquer ce que c'est parce que c'est l'économie du partage plutôt que la propriété. C'est partager l'usage plutôt que... Oui, notamment la performance d'usage, mais avec l'idée que le travail réel est au cœur de la création de valeur et que si on veut se préoccuper, ça rejoint un peu l'idée de partir des savoirs métiers, hein. Si on veut se préoccuper d'une transformation économique, il faut prendre soin du travail. Tout à fait. Alors sur ce dernier point, je vous rejoins tout à fait. Hein. Je pense que l'enjeu du travail est extrêmement important, d'ailleurs y compris sur des volets qui sont encore peu travaillés. Moi, je m'étais rendu compte de ça en 2018, parce que j'étais invité à une conférence d'ergonomes dans mon alma mater à Paris 1. Par exemple, si demain, je sais pas, le Shift, par exemple, dit bon, il faut aller vers les low-tech, il y a 1 million de paysans ou plus, je sais pas quoi.
en termes d'ergonomie, ça veut dire quelque chose, hein. Si on remet juste les gens avec des conditions de 1900-1950, ça va pas bien se passer. Et du coup, là, il y a un point aveugle qu'il faut prendre véritablement en charge et qui fait partie de l'analyse du travail. Sur le capitalisme, je reviendrai après à votre question sur le FC. Sur le capitalisme, oui, j'ai pas parlé de capitalocène. Alors, moi, je suis plutôt partisan de l'historien indien Dipesh Chakrabarty, qui est plutôt opposé à ceux qui parlent de capitalocène. Non pas que ce soit pas évidemment un facteur pertinent, mais il y a 2 points. C'est juste que parler de capitalisme tout de suite, moi, je ne sais pas là aujourd'hui comment démanteler le capitalisme. C'est peut-être une échelle un peu imposante. Moi, je me sens un peu comme ça. Oulala. Par où on l'attaque, etc., etc. C'est un peu concrètement, je veux dire, si on veut des leviers concrets, c'est un peu compliqué. Ou alors on dit comme Andreas Malm, révolution léniniste mondiale. Mais pour moi, c'est plus un truc de chercheur qu'autre chose, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit un levier véritablement très, très concret. Je pense que ça c'est une construction théorique. Et l'autre raison, c'est que si on n'avait qu'un problème de capitalisme, ce serait une bonne nouvelle. C'est l'argument de Chakrabarty, dans la mesure où si on détruit des sols, c'est sur des milliers d'années. Ce n'est pas l'horizon temporel du capitalisme. Et donc, même si on avait réglé son compte au capitalisme, il y aurait encore des problèmes et des dynamiques qui subsisteraient et qui sont sur des échelles qui ne sont pas celles, encore une fois, du capitalisme, qui ne sont pas celles non plus auxquelles on fait de la politique, etc., etc. Et le point de convergence entre les deux, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. Alors moi, je suis ni pour ni contre, ça m'arrange, mais sur les déchets nucléaires, moi, ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire que vont prendre ceux qui sont pro-nucléaires ou anti, parce qu'ils vont avoir des problèmes. Moi, c'est plutôt ça que je regarde, les problèmes qui vont se choisir. Leur commun négatif. Quand on essaye de mettre en place des infrastructures qui vont durer 100 000 ans pour entreposer les déchets, là, on essaye d'étendre des constructions humaines à des échelles qui sont inhumaines. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on n'a jamais fait ça. Il n'y a aucune civilisation qui a duré 100 000 ans, langage qui ont duré 100 000 ans, mais ça fait partie des plans infrastructurels et du coup, on touche là du doigt vraiment ces divergences d'échelle, donc c'est intéressant. Sur les modèles que vous avez évoqués, le donut, le FC, etc., tout à fait. Alors, il y a effectivement, on met davantage en avant la question du renoncement de la fermeture parce que ce n'est pas forcément prise en charge par tout un tas de choses. Et après, effectivement, le donut, le FC ou autre, ça peut être des éléments sur la partie positive, des affectations, réaffectations qu'on va pouvoir effectivement mobiliser ou remobiliser. Il peut y avoir un enjeu, par exemple, sur les limites planétaires, qui est un indicateur intéressant, mais très très haut niveau, et donc il y a besoin de le faire atterrir. Donc là-dessus, on est très libre. Ça, et d'autre part, ce qu'on fait, alors c'est pas exactement là-dessus, mais c'est sur les outils de gestion. C'est souvent ce qu'on va faire dans les organisations, c'est qu'il y a un travail un peu pour hacker les outils de gestion parce que les organisations connaissent les outils de gestion, elles les manipulent, et donc repartir d'outils de gestion connus pour les manipuler, se dire on ne va pas travailler sur une matrice d'investissement, c'est Diego qui avait travaillé là-dessus, mais de désinvestissement. On reprend la matrice McKinsey pour en faire une matrice de désinvestissement. Les gens comprennent parce qu'ils ont les bons repères finalement pour comprendre, parce que c'est 90% des entreprises qui utilisent ce genre de choses. Donc il faut aussi repartir d'une sémantique, d'un vocabulaire d'outils qui sont largement en circulation dans les organisations. Il y a une autre question qui se poserait, c'est à l'échelle macro, dans une vision macroéconomique sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc., etc. On est moins là-dessus parce qu'on est plus en réponse à des organisations, à des échelles plutôt méso, et nous on se situe vraiment à l'échelle méso, mais effectivement il y aura un enjeu à arriver à associer ce type de travaux et des travaux qui regardent un petit peu plus l'échelle macro pour essayer de planifier par exemple. Voilà. Et d'ailleurs les deux seraient très complémentaires parce que le risque, c'est d'avoir une vision sinon purement économiste. On planifie, en fait, il faut désinvestir là, investir là, et puis après, on ne regarde pas les effets concrets, ce que ça produit. Donc, oui, là, c'est encore un travail qu'il faut mener. Dernière question. Une clarification. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? Vous êtes un labo ou vous êtes une entreprise ou vous êtes les deux? Alors, on n'est pas une entreprise. Donc, j'ai dit nous. Alors, c'était notamment donc, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. J'indiquais avec qui on a fondé, initié la redirection écologique et publié notamment Héritage et fermeture, avec qui on a créé la formation dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on est aussi tous les trois chercheurs au sein d'un collectif qui s'appelle Origins Mediab, qui est un laboratoire indépendant, qui a le statut d'association. Et par ailleurs, on est enseignant-chercheur. Mais donc, on n'est pas une entreprise. Ils ne sont pas filiales de Total Energy. Pas encore, mais mon portable est à la fin de la... Et le diplôme, il n'est pas porté du coup par une école, un organisme de formation?
Stifi, il est porté par l'école de management de Clermont et Strat école de design à Lyon. Voilà. Et donc, il a lieu à Lyon. Alexandre, Merci. merci.